effectivement, là, on a un peu dressé le paysage de comment est-ce que ça pouvait se passer. Mais on a évoqué quelque chose un peu moins, et on l'évoquera plus avec vous, qui est cette idée de professionnalisation de tous les acteurs, à la fois des influenceurs eux-mêmes, mais aussi de l'écosystème. Marc, on a vu que chez EDF, on créé un pôle influence en interne, et puis les agences aujourd'hui qui s'hybrident un petit peu, qui se transforment pour accueillir des pôles influence un peu plus conséquents. Comment est-ce que vous définiriez, Pascal, cette professionnalisation de l'influence aujourd'hui ? D'abord, ça va avec évidemment l'évolution, voire même l'attractivité, l'attraction que génère l'influence, que ce soit évidemment des communautés et évidemment des marques, et une professionnalisation qui à la fois est nécessaire, c'est-à-dire que on s'inscrit quand même dans un univers de communication avec des règles, que ce soit parce que liées à des secteurs qui sont contraints, la finance, la santé, l'alcool, l'alimentation, l'automobile, enfin il y a quand même et du coup des règles à connaître et à savoir, et les influenceurs aujourd'hui sont pas forcément tous au courant de ce qu'il faut faire et ne pas faire, notamment dans le cadre de collaborations rémunérées. Il y a des règles liées à la transparence, justement pour annoncer quand il s'agit de collaborations rémunérées. Et puis on en parlait un peu tout à l'heure, il y a aussi des enjeux liés à la fois d'authenticité, mais de qualité des contenus. On parlait de créateurs de contenu versus influenceurs. Et finalement, tout ça fait que les influenceurs, qu'ils soient, et on reviendra parce que là-dessus je ne suis pas tout à fait d'accord, micro, macro, top influenceurs, quelle que soit la manière dont on les appelle, un enjeu du coup de mieux comprendre le secteur, de comprendre comment ça fonctionne, de respecter un certain nombre de règles. On le verra aujourd'hui, la DGCCRF, la MF sur la partie financière s'intéresse énormément à ce marché qui prend beaucoup d'ampleur, et donc il y a un véritable enjeu de respecter et de connaître en tout cas les règles et de les respecter. Donc voilà, dans plusieurs, j'allais dire, chemins et points d'attention, il y a une professionnalisation du secteur. Alors justement, Hélène, vous, au sein de Marie-Antoinette, vous avez créé un pôle digital que vous avez appelé Les Frondeuses. Ça fait partie de cette idée de se professionnaliser, d'avoir une cohorte de plus à son arc très spécialisée pour gérer pour les marques ce dossier-là. Tout à fait. J'ai rejoint l'agence Marie-Antoinette en 2018 pour créer le pôle des frondeuses. L'influence existait déjà au sein de l'agence, mais dans cette volonté de professionnalisation, on a créé ce département digital qui fait aujourd'hui du social media, de l'influence et de l'employé advocacy, puisque tout ça est forcément très lié, dans cette volonté justement d'avoir des équipes plus expertes sur le sujet et qui puissent vraiment mener des campagnes de façon plus professionnelle avec des contrats, le suivi du respect de la production des contenus, les mentions justement quand il s'agit de contenus sponsorisés, dans cette logique. Les relations publiques, les RP et l'influence aujourd'hui, on peut mélanger, c'est la même chose, ou est-ce qu'il y a encore des différences sur l'appellation et la sémantique? Je crois qu'on sera assez d'accord sur le sujet pour dire en fait que tout ça est très lié aujourd'hui, et en tout cas à l'agence, on conçoit presque plus de campagnes de RP traditionnelles sans penser influence, puisque la frontière est aujourd'hui très poreuse. Les journalistes sont eux-mêmes des influenceurs, vous devez le savoir. et c'est dans cette logique-là qu'on travaille aujourd'hui. On construit des écosystèmes d'influence. Pascal, d'accord avec... Oui, avec juste un point, l'influence a évolué. On en parle de plus en plus, mais l'influence existe depuis plus de 50 ans. Donc, que ce soit d'un point de vue journaliste, évidemment, mais des influenceurs, des experts qui influencent dans leur domaine et dans leur écosystème, ça existe depuis toujours, en vrai. Et ça s'est structuré depuis même 70 ans, 50, 70 ans. Donc, voilà. Oui, bien sûr que ça a évolué. Oui, bien sûr que ça s'est complexifié. Ils en parlaient juste avant nous, des nouvelles plateformes, des nouveaux points de contact, des nouveaux types d'influenceurs, des nouveaux formats. Donc, pour le coup, énormément de possibilités à la fois de créativité, de chemin, de format.
hyper intéressant, du rémunéré, du non rémunéré, mais ça existe depuis très longtemps. Mais avant, on faisait appel à des grands leaders d'opinion, connus et respectés, alors qu'aujourd'hui, on fait une télé-réalité pendant 3 semaines, on a 1 million d'abonnés et une marque peut nous contacter. Ouais, alors si vous y arrivez en 3 semaines, dites-moi. Je schématise. Parce qu'il y a quand même un gros enjeu de légitimité et d'authenticité. Oui, tout le monde peut devenir influenceur. Après, il y a vraiment cet enjeu, et je crois que vous le disiez, oui, bien sûr, il y a un enjeu de visibilité, mais il y a un enjeu d'engagement. Et vous n'arrivez pas à avoir de l'engagement en montant une communauté en 3 semaines, sauf à être extrêmement légitime par ailleurs déjà sur ce sujet-là. La portée sur la durée ne sera pas la même, sûrement. Et du coup, c'est cet enjeu d'éthique qu'on évoquait il y a un instant. C'est un enjeu réellement important aujourd'hui qui structure vos critères de choix des influenceurs. Vous allez vraiment regarder précisément ce qu'ils ont publié, avec qui ils ont partagé. Oui, quand on travaille, en fait, la présence sociale d'une marque, forcément, on choisit des personnes qui ne vont pas trahir, en fait, l'esprit de cette marque. C'est quelque chose qui est très important aujourd'hui dans la façon de travailler pour moi, pour les agences qui font du bon boulot. Parce qu'on veut faire appel à des personnes qui sont authentiques, qui sont transparents et qui n'ont pas peur d'afficher qu'elles collaborent avec une marque pour pouvoir donner le meilleur d'une collaboration sur leur réseau vis-à-vis de leur communauté. Et ça, c'est vraiment quelque chose à laquelle on aspire. Il y a de nombreuses chartes d'influence éthique qui existent. Il y a même un certificat d'influence éthique qui existe par la RPP. Je crois que Pascal en parlera encore mieux que moi. Oui, effectivement. Donc, vous êtes présidente du syndicat du Conseil des relations des agences de relations publiques, pardon. Comment est-ce que vous voyez, vous, de votre côté, l'évolution des agences qui s'organisent autour de ce nouveau schéma d'organisation de l'influence ? Je pense qu'on le disait tout à l'heure, à la fois l'écosystème s'est complexifié, il y a un enjeu derrière effectivement de avoir la bonne stratégie, quelle approche, quelle mécanique, en dehors même d'aller chercher quel influenceur pour pouvoir porter des messages. Ce que je trouvais extrêmement intéressant, c'est que l'influence a peut-être eu une image un peu strass et paillettes. On a parlé de Dubaï tout à l'heure et d'eau du bain. Il faut savoir que effectivement, à la fois l'employee advocacy, mais pas que. Aujourd'hui, un influenceur qui se positionne sur un sujet, même s'il accepte d'ailleurs une rémunération ou qu'il le fasse plutôt en décryptage, presque en reportage, parce qu'il a envie de savoir ou parce qu'il a envie de montrer ce qui se passe derrière la scène. Du coup, j'allais dire, derrière tout ça, il y a une compréhension des contenus, du type d'influenceur, il y a de la relation. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas en train d'activer de l'achat média sur lequel on met une bannière, on appuie sur un bouton et puis ça se diffuse partout. Oui, là on parle avec des vraies personnes. Gens, quoi. On parle de gens qui s'adressent à des gens, donc à des communautés sur lesquelles ils font très très attention aussi. Alors soit c'est parce que c'est une ligne édito qui est dans le clash ou dans l'humour, mais malgré tout, ils font quand même très attention à ne pas perdre. Et certains ont eu des collaborations avec des marques sur lesquelles il y a eu une réaction assez négative de la communauté. Certains ont stoppé tout de suite la collaboration avec la marque parce qu'ils avaient plus à cœur de garder leur communauté que de collaborer avec telle ou telle marque. Donc il y a des vrais enjeux derrière de comprendre ces mécaniques-là et de connaître et de comprendre ces influenceurs. Et ce n'est pas uniquement en regardant leurs réseaux sociaux. Pour conclure, on peut évoquer un sujet qui est un sujet important pour tout l'écosystème, qui est celui de la mesure. Comment est-ce qu'on mesure une bonne campagne d'influence quand les chiffres des uns et des autres et des plateformes ne sont pas les mêmes en termes de durée d'écoute, de vues et que sais-je. Est-ce que bientôt on aura un nouveau référentiel plus clair pour le monde de l'influence, Pascal ?
Ah, vous faites du teasing. Et en même temps, effectivement, donc, on va lancer d'ici un mois avec donc, un travail qui a été fait en collaboration avec l'IAB, avec l'Union des marques, avec la RPP, avec un certain nombre d'acteurs, soit de plateformes et de plateformes réseaux sociaux et de plateformes et d'agences, et avec le syndicat, un référentiel qui pose justement les enjeux de mesure et de KPI sur l'influence, avec derrière beaucoup de sujets et de débats autour de l'EMV, qu'est-ce qu'il y a derrière, est-ce que ça vaut quelque chose, de la fiabilité de la donnée, étant donné que à la fois les plateformes elles sont, j'allais dire, dans les deux camps, c'est-à-dire que c'est elles qui donnent les stats et en même temps c'est chez eux que ça se passe. Donc voilà, beaucoup de débats, en tout cas sujets intéressants, mais avec une volonté justement d'avoir un marché qui se professionnalise et qui a un référentiel qui permet à tous d'avoir les mêmes types de mesures, types de KPI pour s'y retrouver. Donc voilà, voici pour l'annonce. Hélène, un dernier mot pour conclure. On a évoqué la data il y a un instant. L'humain reste quand même prépondérant dans ce secteur. Tout à fait. La data vient au service de l'humain. On se sert de plateformes, comme je pense tous ceux qui pratiquent l'influence ici, pour avoir des précisions, des compléments d'informations sur les profils, sur les derniers partenariats, sur les statistiques concernant l'engagement ou le reach. Mais bien évidemment, rien ne remplace la relation humaine et les liens qu'on a pu tisser avec les influenceurs, quels qu'ils soient corporate ou consumer. Et puis l'analyse de la data, c'est aussi ça l'enjeu. À quoi ça nous sert? Qu'est-ce qu'on en sort? Comparer des performances par rapport à d'autres. Et puis essayer d'aller un cran plus loin. Quel impact finalement par rapport aux objectifs réels de la marque, et pas uniquement en termes de visibilité et en termes de taux d'engagement. Oui, puis souvent quand on parle de mesures, on parle de quanti. Mais je pense qu'il faut aussi viser le quali. Ce qu'on cherche aussi beaucoup, c'est à voir quelle est la perception des messages de marque, la qualité des contenus qui sont produits, et ça, c'est pas la data. Vous avez bien raison. Merci beaucoup. Peut-être un point, on disait tout à l'heure, on parlait on venait sur la pyramide d'influence avec plus d'engagement sur des micros, beaucoup moins sur du macro. Moi, j'ai la conviction qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Enfin, en tout cas, ça ne se formalise plus de cette manière-là. On peut avoir des top et des macro-influenceurs qui sont super engageants parce que super légitimes sur un sujet, et des micros qui le sont plus ou moins. Donc je ne crois pas que le sujet aujourd'hui ce soit ça, mais que plutôt quelle est la proximité entre la communauté, l'influenceur et la marque. Et plus ils seront proches, plus les taux d'engagement seront forts, si le contenu évidemment répond à ces enjeux. Donc les cartes sont abattues et l'humain est au centre. Merci beaucoup toutes les deux d'être passées nous voir ce matin. Merci beaucoup.